Madame, nous allons donc démarrer cette discussion commune. Le premier orateur inscrit, Monsieur Philippe Vigier, pour le groupe UDI, pour 10 minutes. Vous avez la parole, Monsieur Vigier. Bien, merci Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général du budget. Je salue les rapporteurs Yann Gallu et Sandrine Mastier. Je souligne à mon tour leur engagement dans ce texte pour l'un et pour l'autre. Mes chers collègues, nous sommes réunis pour débattre une nouvelle fois, donc seconde lecture, ça a été dit tout à l'heure, sur ces projets de loi relatifs à la lutte contre les fraudes fiscales et projets de loi organique relatifs au procureur de la République financier. Ce texte aurait dû faire consensus, et pourtant, force est de reconnaître, et vous l'avez rappelé les uns et les autres, il a profondément divisé le Parlement. Aussi, aucun accord n'a pu être trouvé avec nos collègues sénateurs à l'issue de la commission mixte paritaire. Donc, à l'issue de la première lecture, ils ont considéré d'ailleurs, tout comme le groupe UDI, vous le savez bien, mon cher collègue Yann Gallu, que la création d'un procureur de la République, je cite, n'était absolument pas opportune et risquait plus de déstabiliser la justice que de la servir. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les leurs. Nous savons que la création de ce procureur a beaucoup posé problème au gouvernement. Je vous rappelle que lors de la présentation du volet de ce texte, il y avait eu un avis défavorable du Conseil d'État. Et c'est donc par le biais d'une lettre rectificative que le procureur de la République financière a finalement fait son apparition, ce qui témoigne quelque part d'une confusion dans la préparation précipitée de ces textes. Le gouvernement, quelque part, a revu ses ambitions à la baisse, mais le dispositif demeure bancal à nos yeux, comme l'a souligné le Sénat en le sanctionnant. Premièrement, il est évident que ce procureur, contrairement aux déclarations du gouvernement, ne sera pas plus indépendant qu'un autre, nommé selon les mêmes modalités et sera, vous le savez très bien, Madame la Ministre, placé sous l'autorité du procureur général de Paris, pourtant avec une compétence nationale pour le procureur financier. Ensuite, on désapprouve la création de ce procureur financier qui n'est ni plus ni moins qu'une nouvelle usine à gaz que vous souhaitez mettre en place. Et je vais essayer de vous le démontrer. Nous le savons, Madame la Ministre, que face à une délinquance multiforme ou la délinquance économique et financière, les fraudes fiscales, la criminalité organisée sont toujours intriquées. La réponse ne peut être la division et l'éparpillement des autorités chargées des enquêtes et de la poursuite. On craint également une déstabilisation de la justice entraînée par une déperdition de l'information éclatée entre deux parquets et un risque de conflit qu'il ne faut pas écarter. Face à la capacité d'adaptation permanente des fraudeurs, et ça a été souligné pendant l'examen de ce texte, il paraît évident que la justice doit être réactive et pour nous, la dispersion est la pire des solutions. Naturellement, les groupes UDI soutiennent, et vous le savez tous les deux, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, sans réserve l'objectif de lutte contre la fraude fiscale. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons voté pour ce texte en première lecture, qui contient de nombreuses avancées. Je pense à la création du statut du repenti, cher au rapporteur Yann Gallu, adopté à l'initiative de la rapporteure Sandrine Mastier pour avis, ou au renversement de la preuve, et je crois que là-dessus nous avons eu des débats nourris en commission et en séance. Je pense également au renforcement du régime répressif de la fraude fiscale et des capacités de contrôle de l'administration, à l'extension du champ de compétences de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ou du blanchiment, ou la création d'une circonstance aggravante pour les fraudes les plus graves. On aurait préféré d'ailleurs que l'ensemble des groupes politiques sur une telle question soit associé en amont pour la préparation de ces textes, et ces consultations permettent de dégager, me semble-t-il, le consensus le plus large. Et, une fois de plus, cela montre que réagir à chaud, quand vous étiez dans l'opposition, vous fustigiez toujours les réactions à chaud. Et là, on s'est aperçu que c'est à chaud qu'on a dû, évidemment, trouver des solutions législatives. Nous considérons que la fraude fiscale, préoccupation forte de nos concitoyens, doit être combattue avec fermeté et toujours plus de sévérité. Et quelque part que le climat des affaires renforce la défiance de nos concitoyens vis-à-vis de leurs responsables publics. Avec la crise, ça a été dit tout à l'heure, avec le chômage, avec les pouvoirs d'achat qui diminuent, les Français ne bouclent plus les fins de mois et comprennent mal qu'un arsenal ne soit pas déployé de façon encore plus forte contre la fraude fiscale. Et, je répète, il y a un certain nombre d'avancées. Alors, en ce sens, nous appelons de nos vœux la mobilisation de la vie politique, de la vie publique et le renforcement de la lutte contre la fraude, même si, reconnaissez-le, ces thèmes ne sont pas nouveaux. La majorité précédente, il faut quand même le rappeler, ce n'est pas votre travail, c'est plutôt le nôtre, avait déjà pris des mesures très importantes dans cette direction que je rappelle brièvement. Elle avait créé une police fiscale dotée de pouvoirs de police judiciaire. Elle avait obligé les banques établies en France à communiquer des informations, créé un fichier national des évadés fiscaux,
renforcer la coopération intra-européenne contre les fraudes carrousel et la TVA. Bien entendu, il nous apparaît essentiel de muscler la lutte contre la fraude et de faire preuve de la plus grande fermeté à l'encontre de ceux qui ont triché volontairement. Nous souhaitons que, dans le respect des droits fondamentaux, soient renforcés les moyens de la justice, de la police, de l'administration, vous faisiez référence, Madame la rapporteure, et de l'administration qui lutte contre la fraude et les réseaux de blanchiment. Il conviendrait d'ailleurs d'adapter les procédures de lutte contre les fraudes patrimoniales et les fraudes à la TVA et de renforcer le régime répressif de la fraude fiscale au moyen d'amendes dissuasives encore plus fortes. Selon Bercy, la fraude fiscale représenterait, Monsieur le ministre, un manque à gagner de 50 à 70 milliards d'euros par an. C'est inacceptable. Celle-ci, à l'heure actuelle, on ne peut récupérer, si vous me permettez l'expression, qu'un peu plus de 16 milliards, ce qui veut dire que les marges de progression sont devant nous et qu'elles sont considérables. Nous devons faire mieux et garantir que plus personne ne puisse passer entre les mailles du filet. De ce point de vue, le texte que vous nous proposez n'est pas assez ambitieux et nous devons aller plus loin et il nous paraît crucial de ne pas laisser Bercy seul décider des suites à donner contre les fraudes massives. Je sais qu'on arrive au cœur d'un sujet important, le fameux verrou de Bercy dont les uns et les autres parlent. Nous le savons, la fraude, à la différence des autres délits, ne peut pas être poursuivie d'office par le procureur de la République, lequel ne peut déclencher l'action publique que si l'administration fiscale a préalablement déposé une plainte. Afin de renforcer la lutte contre la fraude fiscale, il nous paraît indispensable que le procureur financier soit au moins informé des procédures transactionnelles et puisse les valider au-delà du pouvoir discrétionnaire du ministre, que nous ne contestons pas, et, comme vous le savez, de la commission des infractions fiscales. Au moins une transmission au procureur s'il y a lieu de le faire. Je ne pense pas que le rapporteur y soit particulièrement opposé, pour avoir bien lu et écouté ce qu'il a pu déclarer un jour ou l'autre. Mais sur ce point, nos collègues sénateurs, eux, ont agi, mes chers collègues. Ils ont adopté en commission des lois un amendement du rapporteur socialiste, faut-il le rappeler, donc vous voyez que ce n'est pas un problème partisan, qui atteignait cet objectif. On était tout près de faire en sorte que sur l'ensemble de ces bancs, on trouve une solution partagée par les uns et par les autres. Je rappelle les propos de notre collègue Henri Emmanuelli il y a quelques jours. Lui-même, il avait souligné ce problème lors de l'examen du texte en commission et il disait qu'il était important de lutter contre la propension de l'administration à reculer devant les contentieux fiscaux les plus importants et à leur préférer les transactions. Ce sont ces propos que j'ai repris dans le procès-verbal de la commission. Il avait alors formulé une proposition simple que je me permets de reprendre à mon compte. Pourquoi ne pas instituer un montant à partir duquel il puisse y avoir toujours une transmission au procureur des transactions en cours, naturellement après avis de la commission concernée. Ce mécanisme serait simple. Lorsque le montant d'une affaire du contentieux fiscal dépasserait un certain seuil, on pourrait considérer que seule l'administration ne pouvait pas décider, mais qu'à minima, il devait y avoir une consultation du procureur, au moins un avis, ou à minima une information, ce qui me permet de parler des amendements et des sous-amendements que je défendrai naturellement dans la soirée. Vous voyez que la ténacité est au rendez-vous. Alors, nous regrettons, nous déplorons aussi, Madame le ministre, Monsieur le ministre, votre opposition sur ce point. Je pense qu'en plus que tout le monde aurait y gagné et que la représentation nationale saurait chaque année, le président de la Commission des finances, le rapporteur général du budget, pourrait informer parfaitement des transactions et vérifier que par rapport au seuil que nous avons établi par la loi, il puisse s'appliquer convenablement. C'est pour cela qu'on redéposera ces amendements tout à l'heure, comme on l'avait fait naturellement en première lecture. Son rejet nous paraîtrait incompréhensible parce qu'en fait, il serait de nature à muscler l'arsenal que vous avez mis en place et dont on a souligné un certain nombre d'avantages. Vous ne pouvez pas le dire autrement. Et en tout cas, ça nous paraît quelque part en contradiction avec les objectifs de transparence et d'indépendance de la justice que nous partageons, Madame la garde des Sceaux, avec vous. L'indépendance de la justice doit être un des piliers de la lutte contre la fraude, afin que plus aucun citoyen ne puisse imaginer que certains seraient protégés, et je pense en particulier à la grande délinquance. Les députés UDI soutiennent sans réserve l'objectif, je dis bien sans réserve, l'objectif de lutte contre la fraude fiscale. La République exemplaire, qui a été promise par le président de la République à de nombreuses reprises, doit plus seulement être un propos de campagne, elle doit se traduire dans les faits et doit être, à nos yeux, une exigence partagée sur tous ces bancs, droite, gauche et centrale. Ça me semble une exigence absolue. Elle doit se nourrir également, Madame le ministre, Monsieur le ministre, de l'apport de toutes les forces politiques. Telle est en tout cas la vision du groupe UDI. C'est pourquoi j'espère que vous aurez à cœur, l'un et l'autre, à l'occasion de cette nouvelle lecture, de nous écouter à nouveau
pour essayer de vous convaincre, de manière à ce que l'assentiment de la représentation nationale, et en particulier de l'Assemblée nationale, soit la plus large sur ce texte majeur pour notre démocratie. Merci, Monsieur Vigier.